Un petit plaisir ce matin avec les pionniers de 16 de la scène punk New Wave Disco à New York dans les années 1970. Au fil des ans, ils ont vendu plus de 40 millions d'albums et connu d'innombrables succès retentissants dans le monde entier. Retrouvons Deborah Harry et Chris Stein de Blondie. En 1982, Blondie était au sommet du monde, puis tout s'est effondré en seulement 6 mois. Chris Stein se mourait d'une maladie mystérieuse que les médecins ne parvenaient pas à identifier. Debbie Harry lui donnait secrètement de l'héroïne à l'hôpital. Leur dernier album a tellement floppé qu'il a presque mis fin à leur carrière. Mais la vérité était plus sombre. Harry a finalement révélé ce qui avait réellement détruit le groupe cet été-là. Et il n'y avait pas que la maladie ou la drogue. Et c'était une trahison si profonde qu'il leur a fallu 15 ans pour se reparler. Elle est sainte le née Angela Tremble, le 1er juillet 1945, à Miami, fruit d'une liaison entre 2 anciens amoureux d'enfance qui s'étaient retrouvés trop tard. Sa mère n'a appris qu'il était déjà marié qu'après être tombée enceinte. Dans l'Amérique d'après-guerre, ce genre de scandale laissait peu d'options à une jeune femme célibataire. 3 mois seulement après avoir donné naissance, Catherine Peters a donné sa fille en adoption. Mais 3 mois, c'était assez long pour qu'un bébé reconnaisse la voix de sa mère, son odeur, son rythme cardiaque. Debbie Harry décrira plus tard cela comme une sorte de brouillard invisible qui l'a suivi toute sa vie. Un traumatisme enfoui trop profondément pour être pleinement compris, mais impossible à ignorer. Elle a été adoptée par Richard et Catherine Harry, un couple conservateur de Hawthorne, dans le New Jersey. Ils possédaient une petite boutique de cadeaux et menaient ce qui semblait être une vie de banlieue ordinaire. Ils l'ont rebaptisée Deborah Ann Harry et l'ont élevée dans une maison modeste remplie de règles et d'attentes. Son père travaillait comme vendeur. Sa mère restait à la maison. Ils voulaient que leur fille suive le chemin habituel, termine ses études, trouve un mari et s'installe à proximité. Mais même lorsqu'elle était petite fille, Debbie avait l'impostante impression de ne pas tout à fait appartenir à cet endroit. Leur monde était calme et prévisible. Le sien était plein de bruit, de couleurs et de mouvements. Juste de l'autre côté du pont se trouvait New York. Et d'une manière ou d'une autre, même à cette époque, elle pouvait sentir la ville l'appeler. Quand elle avait 4 ans, ses parents adoptifs lui ont dit qu'elle avait été adoptée. Ils l'ont expliqué doucement, en lui donnant un aspect spécial. Et au début, c'est ce qu'elle a ressenti, unique, choisi. Mais plus elle y pensait, plus les questions commençaient à se former. Pourquoi sa mère biologique l'avait-elle abandonnée? Quel genre de personne était-elle? Debbie a commencé à dériver dans le fantasme. Elle s'imaginait être la fille secrète de Marilyn Monroe. Elle regardait Monroe et voyait quelqu'un qui portait la douleur comme de la soie. Quelqu'un de beau, mais brisé, d'une manière que personne ne pouvait voir entièrement. Debbie se voyait dans ce miroir. En grandissant, la tension entre son monde intérieur et la vie que ses parents voulaient pour elle n'a fait que s'accentuer. Sa mère l'encourageait à être distinguée, soignée et conventionnelle. Mais Debbie était attirée par l'étrange et le sauvage. Elle passait des heures à dessiner, à écrire de la poésie et à rêvasser dans les bois voisins avec son chien. Elle jouait dans le parc et construisait des royaumes imaginaires, rêvant de musique, d'art et de mode. Elle ne s'est jamais vraiment intégrée au monde qui l'entourait. Et peut-être qu'elle ne le voulait pas. L'école n'était pas beaucoup mieux. Ses cheveux roux naturels la faisaient remarquer et cela était devenu une cible. Les moqueries et l'intimidation sont devenues si graves qu'à l'âge de 14 ans, elle a commencé à se décolorer les cheveux. Marilyn avait les cheveux blonds. Debbie les voulait aussi. Elle n'essayait pas seulement de changer son apparence. Elle essayait de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de fort, quelqu'un d'intouchable. La musique a commencé à s'immiscer dans sa vie par le biais de la radio. Elle ne collectionnait pas les disques comme les autres enfants, mais elle zappait toujours entre les stations à la recherche de quelque chose qui touche la bonne corde sensible. Un ami avait une grande collection de disques et Debbie restait assise pendant des heures à tout écouter, absorbant les sons.
Elle regardait American Bandstand, apprenait les danses et se perdait dans le rythme. Ce qu'elle préférait, c'était la danse lente, la proximité, la tension, la passion. Ces moments ont planté des graines dont elle ne réalisait même pas qu'elles poussaient. Mais à côté de la musique et des rêves, des choses plus sombres ont pris racine. Quand elle avait 8 ans, elle a vu un homme se déshabiller devant elle. Des années plus tard, elle a décrit comment ce moment lui avait donné l'impression d'être une mouche prise dans une toile d'araignée. Un adolescent a commencé à la traquer jusqu'à chez elle. Ces expériences ont laissé une peur silencieuse et lancinante en elle, une peur qu'elle a gardée pendant des années. Elle était timide et rêveuse à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose tremblait toujours. Malgré tout cela, elle participait toujours aux activités traditionnelles, les scouts, la chorale de l'Église et même les majorettes. Ses parents étaient de stricts épiscopaliens et la faisaient participer à tout ce qu'ils pouvaient. Mais rien de tout cela ne lui convenait. Pendant qu'elle chantait des hymnes à l'Église, elle rêvait de rouge à lèvres foncé et de pulls amples portés à l'envers. Elle savait déjà qu'elle n'était pas faite pour la banlieue. Elle ne voulait pas d'une clôture blanche ou d'un homme en cravate. Elle voulait New York. À l'adolescence, elle n'a plus pris la peine de le cacher. Elle détestait la ville, elle détestait les règles, et elle ne cachait pas son rêve de s'échapper. Elle voulait vivre en ville, être une artiste et faire quelque chose d'audacieux. Elle pensait qu'une partie de son agitation venait de son adoption. Sans lien de sang avec ses parents, rien ne lui semblait figé. Elle pouvait devenir n'importe quoi. En 1965, après seulement 1 an au Centenary College de Hackettstown, où elle étudiait l'art, elle a abandonné. Certains disent qu'elle a obtenu un diplôme, mais d'autres confirment qu'elle est partie sans terminer. Ce qui importait, c'est qu'elle a tout abandonné. Elle avait 20 ans et Manhattan l'attendait. Ses parents étaient horrifiés. Mais pour Debbie, c'était le premier pas concret vers la vie qu'elle avait toujours imaginée. En 1966, elle a obtenu un emploi de secrétaire au bureau de la BBC à New York. Le jour, elle était assise derrière un bureau, mais la nuit, elle devenait quelqu'un d'autre. Elle faisait du go-go dancing dans un club d'Union City, se tordant et tournoyant à l'intérieur de cages pour 50 $ la nuit pendant que des hommes criaient et la fixaient. C'était un travail dur, épuisant et parfois humiliant. Mais cela lui a appris à prendre de la place, à continuer quoi qu'il arrive, à maîtriser une pièce, même quand elle se retourne contre vous. 1 an plus tard, en 1967, elle a rejoint son premier vrai groupe, Wind in the Willows. C'était un groupe de folk psychédélique, avec un son étrange et rêveur, et un mélange d'instruments qui comprenait la flûte, le tambourin et le basson. Ils ont signé chez Capitol Records et ont sorti un album en 1968. Il a à peine atteint la 145e place et s'est rapidement évanoui. Le groupe s'est séparé après seulement 1 an, mais l'expérience a été en or. Elle a appris à enregistrer, à travailler dans un studio, à contrôler sa voix. Leur producteur, Artie Kornfeld, allait ensuite co-créer Woodstock. Le même été, au cœur de l'été de l'amour, Debbie a pris du LSD à Central Park. Ce n'était pas seulement un voyage, c'était un tournant. Elle a dit plus tard que cela lui avait ouvert le cerveau, recablé sa façon de voir l'art et la vie, et tout ce qui se trouvait entre les deux. Comme tant d'artistes de l'époque, elle a utilisé des psychédéliques pour s'affranchir des règles qui l'avaient toujours opprimée. En 1968, elle a obtenu un emploi de serveuse au Max's Kansas City, à Manhattan. Ce n'était pas n'importe quel bar. C'était le cœur battant de la scène underground new-yorkaise. La foule de Warhol se réunissait dans l'arrière-salle. Des artistes, des drag queens, des musiciens, des originaux. Debbie servait des boissons aux mêmes personnes qui réécrivaient ce que l'art signifiait même. Une autre serveuse a dit qu'elle était toujours défoncée et qu'elle laissait toujours tomber des hamburgers sur les genoux des gens. Mais Debbie s'en fichait. Elle s'imprégnait de tout. Les looks, les sons, l'attitude. Elle ne se contentait pas de regarder. Elle était en train de devenir. En 1973, Debbie Harry a rejoint un groupe étrange et électrique appelé les Stilettos,
un mélange de cabaret et de punk qui ressemblait plus à un spectacle de théâtre qu'à un concert. Le groupe avait été créé un an plus tôt par Elder Gentile, également connu sous le nom d'Elder Stiletto. Et c'était sauvage, désordonné et bruyant de la meilleure façon possible. Debbie n'était pas la seule à chanter. Rosie Ross partageait le micro. Chris Stein jouait de la guitare, Fred Smith était à la basse et Billy O'Connor tenait le rythme à la batterie. Leur son était granuleux et brut, comme le nerf à vif de la scène punk qu'ils contribuaient à créer. Ils jouaient dans de petits clubs sombres comme le CBGB, le Club 82 et le Max's Kansas City. Tout chez eux était sauvage, même le drame qui se déroulait en coulisses. Le même hiver, Rosie Ross a claqué la porte et a quitté le groupe, remplacé par Amanda Jones. C'était chaotique, mais aussi passionnant. C'est dans ce tourbillon que Debbie a rencontré Chris Stein. Il était un étudiant en art de 24 ans, calme mais observateur. Et dès qu'il a vu Debbie se produire au Bowen Tavern, il a été accroché. Debbie avait une coupe de cheveux courte et garçonne à l'époque, pas encore le blond emblématique, mais Chris ne pouvait pas la quitter des yeux. Ils ont commencé à parler, ont réalisé qu'ils partageaient une obsession pour les films d'horreur et tout ce qui était bizarre, et quelque chose s'est déclenché. Chris a rejoint le groupe, et les deux sont devenus inséparables. Leur relation s'est étendue sur des décennies, parfois romantique, parfois juste un partenariat, mais toujours profondément lié. Chris a dit plus tard que la rencontrer était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. En juillet 1975, le chaos dans les Stilettos a atteint un point de rupture. Debbie et Chris sont partis. C'était une décision effrayante. Sans groupe stable et avec à peine de l'argent, Debbie a accepté un emploi de Playboy Bunny à Vernon Township, dans le New Jersey. Et c'était bien loin du punk rock. Elle portait la tenue, servait des boissons et souriait à des inconnus qui faisaient des commentaires horribles. Mais elle l'a fait parce qu'elle devait survivre. Elle avait déjà été serveuse, mannequin, même danseuse, tout ce qu'il fallait pour s'en sortir. Cette époque lui a appris à gérer l'attention non désirée, à prendre le contrôle d'une pièce et à garder la tête haute. Ce n'était pas glamour, mais cela lui a donné une peau dure dont elle aurait besoin plus tard. La même année, les choses ont empiré. Debbie et Chris, comme beaucoup d'autres dans leur milieu, sont tombés dans l'héroïne. Ce n'était pas soudain. C'est arrivé petit à petit. Une partie de la vie nocturne, une partie du stress, une partie de tout. Les factures s'accumulaient, les concerts étaient instables, et bientôt, la dépendance s'est enroulée autour de leur vie. Même s'ils continuaient à se produire et à écrire de la musique, ils étaient ce que Chris appelait des toxicomanes fonctionnels. À un moment donné, l'IRS a même pris les vêtements de Debbie pour rembourser sa dette. Mais d'une manière ou d'une autre, ils s'en sont sortis. Ils se sont appuyés l'un sur l'autre, se sont sortis de là et se sont accrochés. Cette période a failli les briser. Mais au lieu de cela, elle a forgé quelque chose de plus fort. Debbie a dit plus tard que devenir propre était la seule façon pour elle de se donner entièrement à ce qui allait arriver ensuite. Après avoir quitté les Stilettos, ils ont recommencé à zéro. La première version de leur nouveau groupe s'appelait Angel and the Snake. Elle a été de courte durée. Ils n'ont donné que 2 concerts en août 1974 avant d'abandonner le nom et de recommencer. En octobre, ils s'appelaient Blondie. Debbie a également auditionné pour d'autres groupes, mais aucun n'a fonctionné. Personne ne la voyait encore comme la star. Robert Bailey, qui prenait des photos au CBGB, a dit un jour que Blondie semblait être le groupe le moins susceptible de réussir. Même la composition du groupe n'arrêtait pas de changer. Billy O'Connor a complètement quitté la musique. Fred Smith a rejoint le groupe télévision pendant un certain temps. Ivan Kra a fait son entrée, mais il est parti aussi et a fini par rejoindre le groupe Patti Smith. Tout semblait temporaire jusqu'à ce que Clem Burke arrive à la batterie et que Gary Valentine rejoigne à la basse. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se mettre en place. Leur premier album est sorti en décembre 1976.
Il était brut et accrocheur, mais il n'a pas fait sensation. L'une des chansons, Ex-Offender, s'appelait à l'origine Sex Offender, mais les stations de radio n'en ont pas voulu. Les paroles provenaient d'un véritable incident terrifiant que Debbie avait vécu avec un harceleur. Même avec son côté sombre, l'album s'est perdu sous les radars. Ils étaient avec un petit label, Private Stock, et ils n'avaient pas le pouvoir de les faire avancer. Finalement, ils ont quitté le navire et ont signé chez Chrysalis Records. En 1977, le label a réédité leur premier album et l'a associé à leur deuxième album, Plastic Letters. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. En Australie, le premier album a grimpé à la 14e place. Au Royaume-Uni, il a atteint la 65e place. Lentement mais sûrement, le monde a commencé à remarquer. Au début de 1977, Blondie avait quelque chose d'encore plus précieux que des passages à la radio. Ils avaient des fans et ils avaient attiré l'attention des légendes. Ce printemps-là, Iggy Pop les a invités à assurer sa première partie lors de sa tournée Idiot, où David Bowie jouait des claviers en arrière-plan. Blondie a rejoint la tournée le 13 mars et y est resté jusqu'à la mi-avril, jouant dans des villes à travers les États-Unis et le Canada. Bowie n'a pas essayé de voler la vedette. Il est resté derrière son clavier, mais Debbie a regardé tout ce qu'il faisait. Elle a étudié ses mouvements, son énergie et sa capacité à maîtriser une scène sans dire un mot. Cette tournée est devenue sa salle de classe. Elle a adopté le style cool et détaché qui allait devenir sa signature. Il ne s'agissait pas seulement de chanter, il s'agissait d'attirer l'attention sans la mendier. Mais alors même que leur renommée grandissait, leur compte bancaire était vide. Cet été-là, Blondie vivait dans un loft en ruine à Manhattan. Il se trouvait à quelques pâtés de maison du CBGB au-dessus d'un magasin d'alcool. Il n'y avait pas de glamour. Debbie s'occupait d'un Chris Stein malade tout en répondant aux questions des journalistes dans un appartement en désordre. L'immeuble appartenait à un artiste étrange nommé Benton Quinn qui vivait à l'étage dans une pièce sans salle de bain. Il utilisait des boîtes de conserve. Le groupe répétait dans son loft, dormait par terre et décorait l'espace avec des tableaux étranges et des bibelots occultes. C'était chaud, bruyant et bondé, mais c'est aussi là que certaines de leurs meilleures chansons ont été écrites. Alors que les projecteurs s'allumaient, la surveillance s'intensifiait également. À la fin de 1977, Debbie était assaillie par les journalistes, non pas pour sa musique, mais pour son physique. À 32 ans, elle était considérée comme la plus belle femme du punk, mais personne ne voulait parler de ses paroles ou de sa voix. Les intervieweurs la dévisageaient. Certains n'arrivaient pas à terminer leurs questions. La presse la traitait comme une image, pas comme une artiste. C'était frustrant, mais cela ne l'a pas arrêtée. En septembre 1978, Blondie a sorti un album que personne n'avait vu venir. C'était leur troisième album studio, intitulé Parallel Lines. Et il ne s'est pas contenté de bien se vendre, il a explosé. Produit par Mike Chapman, qui avait travaillé avec des stars du glam rock comme Sweet et Suzi Quatro, l'album était soigné, vif et plein d'énergie. En peu de temps, il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Ce genre de chiffre était presque inouï pour un groupe issu des bas-fonds punk de la scène CBGB de New York. Au Royaume-Uni seulement, il a atteint la première place en février 1969 et s'est vendu à près de 1,7 million d'exemplaires. Aux États-Unis, il a été certifié platine avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Et le Canada a suivi avec 400 000 exemplaires supplémentaires. Blondie, autrefois considérée comme un acte marginal, était devenue une icône mondiale presque du jour au lendemain. Une grande partie de ce succès est due à un titre qui a tout changé. Heart of Glass n'était pas seulement un tube, c'était une révolution. Sortie au début de 1969, la chanson s'est montée directement à la première place du Billboard Hot 100 en avril et a fait de même dans toute l'Europe. Au Royaume-Uni, elle s'est vendue à plus de 1,3 million d'exemplaires, ce qui en fait l'un des 10 singles les plus vendus de toute la décennie. Mais elle a failli déchirer le groupe.
Le mélange de disco et de punk était trop fort pour certains membres qui avaient l'impression de trahir tout ce que Blondie avait autrefois représenté. Pourtant, le public ne s'en souciait pas. La chanson était un chef-d'œuvre de risque et de timing. Même des décennies plus tard, elle conservait son pouvoir. En 2020, Debbie Harry et Chris Stein ont vendu les droits de la chanson. Et en 2015, elle a été ajoutée au Grammy Hall of Fame. Rolling Stone l'a classée parmi les 500 plus grandes chansons jamais écrites. Mais avant toute la gloire et les combats, quelque chose de spécial s'est produit. Quelques jours seulement avant la sortie de Parallel Lines, Blondie a donné un concert au Hammersmith Odeon de Londres le 16 septembre 1978. Les billets ne coûtaient que 3 $ et toutes les places étaient occupées. Les fans avaient campé à l'extérieur pendant des jours pour pouvoir entrer. Le groupe a à peine réussi à terminer son set, les fans envahissant la scène, encore et encore, essayant d'approcher Debbie Harry. Cette nuit-là a immortalisé le dernier moment avant qu'il n'explose vraiment. Les photos de ce concert existent encore, montrant le chaos brut et la tension électrique d'un groupe au bord de quelque chose d'énorme. Tout en travaillant sur son prochain album en 1969, Debbie Harry est entrée dans un autre projecteur. Elle a joué dans un film à petit budget intitulé Union City, qui était basé sur une nouvelle de Cornell Woolrich. La production n'a coûté qu'environ 500 000 $, mais Harry s'est jeté à corps perdu dans le rôle, filmant toute la journée tout en enregistrant de la musique la nuit. Elle s'est teint les cheveux enfoncés et a joué une femme au foyer négligé, ne ressemblant en rien à sa personnalité de star de la pop. Le film a été présenté en avant-première à Cannes en mai 1980, au moment où la renommée de Blondie était à son apogée. Mais malgré le buzz, il a fait un flop lors de sa sortie à New York en septembre de la même année. Les critiques étaient partagées et le rêve de Harry de percer à Hollywood s'est enlisé. Malgré tout, cela lui a donné un avant-goût de ce que ce monde exigeait et de ce que cela coûterait. En 1980, Blondie était au sommet de sa gloire. Leur album Eat to the Beat avait atteint la première place au Royaume-Uni et s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis. Mais aux Grammy Awards de cette année-là, ils ont perdu face à Christopher Cross. Cette défaite a été cuisante. Pas seulement parce qu'ils avaient les chiffres, mais parce que les électeurs, pour la plupart des hommes âgés et conservateurs, ne s'intéressaient guère aux groupes de rock dirigés par des femmes. Cela a rappelé que, quelle que soit l'importance de Blondie, l'industrie n'était pas toujours prête pour eux. Alors même que Call Me dominait les charts en 1980 et devenait la chanson numéro 1 de l'année, ils ont été laissés à regarder de côté. Plus tard cette année-là, ils ont sorti Auto-American et, en janvier 1951, ils ont sorti Rapture. La chanson n'était pas seulement accrocheuse, elle a marqué l'histoire. C'était le premier morceau de rap à atteindre la première place du Billboard Hot 100. Pendant 2 semaines, elle a conservé la première place. Harry est devenue la première femme blanche à rapper sur un single numéro 1. Le clip vidéo mettant en vedette le pionnier du hip-hop Fab Five Freddy a été la première vidéo de rap jamais diffusée sur MTV. La chanson a dominé les charts au Canada et a fait son entrée dans le top 5 en Australie et au Royaume-Uni. Elle a présenté une toute nouvelle audience à la culture hip-hop à une époque où la plupart des gens n'en avaient jamais entendu parler. Mais tout a changé en 1982. Cet été-là, Blondie a participé à la tournée Tracks Across America, en première partie de Duran Duran. Cela aurait dû être un triomphe, mais cela a failli les tuer. Chris Stein était déjà malade, perdait du poids rapidement et était incapable d'avaler des aliments solides. Il vivait de crème glacée au tofu et personne ne pouvait comprendre ce qui n'allait pas. Le stress l'a poussé, lui et Debbie, à consommer encore plus d'héroïne. Sur scène, il s'est effondré plus d'une fois. Le 21 août, lorsqu'ils ont donné leur dernier concert à Philadelphie, le groupe était en train de s'effondrer. L'état de santé de Stein était toujours un mystère, et leur avenir s'écroulait. En 1941, le guitariste Frank Enfant
avait intenté une action en justice contre le groupe au sujet des redevances et de son exclusion de l'enregistrement. L'affaire s'est réglée discrètement, mais les blessures sont restées ouvertes. Lorsque Blondie a tenté de se reformer en 1997, Infant et bassiste Nigel Harrison ont intenté une autre action en justice, affirmant qu'ils avaient toujours des droits sur le nom et l'argent du groupe. Lors de leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2006, Infant a confronté Harry sur scène, lui demandant pourquoi ils n'étaient pas autorisés à se produire. Elle l'a regardé de haut et a dit « Vous ne voyez pas que mon vrai groupe est là-haut haut? » Ce moment a fait la une des journaux et les dommages causés par ces premières poursuites n'ont jamais été réparés. Pendant ce temps, The Hunter, sorti le 24 mai 1982, a été un désastre. Les critiques ne l'ont pas compris et les fans ne le voulaient pas. Le premier single a à peine percé le top 40. Il n'y a pas eu de succès et les critiques ont été brutales. Stein a défendu l'album, le qualifiant de meilleur, mais même le batteur Glenn Burke a admis qu'ils avaient peut-être perdu le fil. Les dates de la tournée étaient so faibles. L'énergie avait disparu et on avait l'impression que le groupe avait perdu son étincelle. Pour de nombreux fans, c'était la fin. Cet été-là, Blondie avait prévu d'emmener le Hunter en Europe. Mais l'état de santé de Stein l'a rendu impossible. On lui a finalement diagnostiqué un Pemphigus vulgaris, une maladie auto-immune rare qui attaquait sa peau. Il a été hospitalisé pendant des mois avec Debbie à ses côtés tout le long. Elle a continué à lui donner de l'héroïne pour soulager la douleur et personne à l'hôpital ne l'a arrêté. Sans argent de tournée et avec des factures médicales qui s'accumulaient, le groupe s'est officiellement séparé le 1er novembre 1982. Ce n'était pas une seule chose, c'était tout. La maladie, la drogue, l'échec de l'album, le désordre financier. C'était fini. Un an plus tôt, en juillet 1951, Harry avait sorti son premier album solo, Coucou, produit par Nile Rodgers et Bernard Edwards de Chic. La couverture de l'album a été créée par H.R. Giger, l'artiste à l'origine d'Alien. Elle montrait son visage percé d'énormes aiguilles inspirées de ses séances d'acupuncture. Le Royaume-Uni a interdit les affiches et les métros londoniens n'ont pas voulu les afficher, mais la controverse a aidé. L'album a atteint la 6e place au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il n'a atteint que la 25e place. De 1993 à 1936, Harry a tout abandonné pour s'occuper de Stein. Les médecins avaient finalement compris ce qui n'allait pas. Mais le traitement était brutal. Elle a tout réduit en soupe pour qu'il puisse manger. Sa peau s'est boursouflée et appelée. Il était couvert de plaies et s'éteignait rapidement. Harry a vendu des objets personnels pour payer les factures d'hôpital. Elle ne l'a jamais quitté. Finalement, il s'est rétabli, mais la relation n'a pas survécu. Ils se sont séparés, mais cela s'est terminé avec respect, et non avec colère. Lorsque Harry est revenu à la musique en 1986, les choses avaient changé. Rockbird était son retour, sorti en novembre. Le single French Kissing in the USA a atteint la 8e place au Royaume-Uni, mais a eu du mal en Amérique. L'album s'est bien vendu en Grande-Bretagne, obtenant une certification d'or, mais aux États-Unis, il s'est arrêté à la 97e place. L'industrie n'était pas accueillante et le vieux drame de Blondie persistait. Elle avait espéré plus. En 1997, quelque chose d'étrange s'est produit. Après 15 ans de silence, Debbie O'Harry a réapparu. Non pas comme un souvenir, pas comme une guest star, mais comme la voix de Blondie une fois de plus. Elle et Chris Stein ont contacté les membres originaux, Clem Burke, Jimmy Destray et même Gary Valentine. Personne ne s'attendait vraiment à ce que la magie revienne, mais d'une manière ou d'une autre, elle est revenue. En 1999, ils ont sorti No Exit. Et ce n'était pas seulement de la nostalgie. Le premier single, Maria, est allé directement à la première place au Royaume-Uni et a dominé les charts dans 14 pays. Debbie Harry avait 54 ans, mais sa voix n'avait pas vieilli d'un jour. L'album a atteint la 3e place au Royaume-Uni
la 17e aux États-Unis, et Blondie, que l'on croyait autrefois enfouie dans le temps, était soudainement de nouveau partout. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la musique. En 2019, les mémoires de Debbie Harry, Face It, ont fait l'effet d'une bombe. Elle a parlé avec une honnêteté brutale de quelque chose qui s'était passé en 1973 avant Blondie, avant les projecteurs, lorsque des hommes armés ont fait irruption dans son appartement de New York. Elle et Chris Stein ont été ligotés. Des guitares et du matériel photographique ont été volés, mais ce qui a suivi a été bien pire. L'un des voleurs l'a agressée sexuellement avec un couteau sous la gorge. Dans la foulée, ce qu'elle a écrit n'était pas un cri d'aide, c'était quelque chose de plus froid, de plus profond. Les guitares volées m'ont fait plus de mal. Cette phrase est restée en suspens. Il ne s'agissait pas de déni, il s'agissait de survie. Et cela montrait le genre d'armure émotionnelle qu'elle portait bien avant que la célébrité ne la trouve. Encore plus troublant est ce qui s'est passé en 1972, un an plus tôt. Debbie était à Manhattan, fatiguée, essayant de se rendre dans un club ouvert après les heures d'ouverture. Un homme dans une petite voiture blanche a insisté pour qu'elle monte. Quelque chose ne tournait pas rond, mais elle est montée quand même. Dès qu'elle s'est assise, elle l'a su. Pas de poignée, pas de manivelle de fenêtre, tout était bien scellé. Elle était piégée. D'une manière ou d'une autre, elle n'a jamais expliqué exactement comment elle s'était échappée. Des années plus tard, en 1989, lorsque le visage de Ted Bundy a envahi tous les écrans après son exécution, elle s'est figée. C'était lui. Le même visage, la même voiture, le même frisson dans le dos. Les autorités ont remis en question la chronologie, mais ces détails correspondaient à des choses que seules les victimes de Bundy connaissaient. Qu'il s'agisse ou non de lui, elle en était si sûre. En 2014, Debbie Harry a décidé qu'il était temps de briser davantage le silence. Pendant des décennies, les fans avaient pas à spéculer. Était-elle bisexuelle? Elle a répondu avec désinvolture « Oui ». Elle a qualifié les femmes de plus sensuelles et a dit qu'elle n'avait jamais eu d'exigence stricte en matière de partenaire. Elle voulait juste quelqu'un de gentil, de drôle et qui aimait le sexe. Mais il ne s'agissait pas de choquer. Dans un podcast de 2020, elle a donné plus d'explications. Elle a parlé de son bi eraser. Elle a dit qu'elle s'était toujours sentie en droit d'être l'homme qu'elle voulait être. Pas en termes de genre, mais d'ambition, d'attitude, de refus de s'excuser pour sa présence. Aux côtés d'artistes comme Patti Smith et Chrissie Hynde, elle n'était pas seulement une femme à la tête d'un groupe. C'était une force qui ne demandait pas la permission. Puis est arrivée Paulina Turr en 2017. Le 11e album studio de Blondie et Debbie avait 72 ans. Au lieu de s'estomper dans le statut d'héritage, elle s'est avancée avec de nouveaux collaborateurs, Johnny Marr, CIA et d'autres. L'album a atteint la 4e place au Royaume-Uni. Le singlephone s'en prenait au vieillissement dans le rock, mais elle ne sonnait pas fatiguée. Elle sonnait plus affûtée, plus directe, et cette fois, le message n'était pas seulement musical. Il s'agissait des abeilles, des écosystèmes, de la survie. Elle s'est associée à Greenpeace et à d'autres pour sensibiliser l'opinion publique, affirmant qu'il ne s'agissait pas seulement des abeilles. Il s'agissait de nous, de la survie de l'espèce. C'était le même courage qui l'avait aidé à survivre au pire moment de la célébrité, des traumatismes et de la mort imminente. Mais maintenant, il était tourné vers l'extérieur.